bonjour. Donc, je suis en compagnie du professeur Paul Chambaretto, professeur d'économie et de stratégie du transport aérien, directeur de la chaire PEAS Économie et Management à Montpellier Business School, de Bruno Darboux, président Aerospace Vallée, Hervé Gilibert, qui est directeur général d'Ariane Group, et Nathalie Stubler, présidente de Transavia. Donc, le rythme va être un peu plus rapide, puisque l'introduction a été passionnante, mais a été un peu plus longue que prévu. Donc, mon introduction va être d'autant plus courte. Nouvelle équation environnementale, l'aérospatiale. Nous, on est là moins pour communiquer que pour informer. Voilà, ce sont les faits. En fin de compte, effectivement, il y avait sans doute un très grand déficit de communication de la filière aéro depuis des années. Ça n'a pas toujours été le cas à l'origine. L'aviation, c'était un grand récit populaire. La conquête de la Lune, les vols de Concorde mobilisaient l'ensemble de la France. Et à l'époque, le genre de fake news qui abonde aujourd'hui n'était pas possible. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de comprendre. Comment on a des outils pour préparer l'avenir. Donc innovation, progrès sont des termes, solidarité sont des termes que vous allez entendre un certain nombre de fois dans cette journée. Et je vais tout de suite me tourner vers Paul Chambaretto. Voilà, pour qu'il essaye de nous expliquer comment on en est arrivé à ce gap communicationnel alors que les faits sont là. L'aéronautique, depuis le vol de Blériot, la traversée de la Manche, n'a cessé finalement d'être écologique en étant de plus en plus performante, en consommant de moins en moins, en emportant de plus en plus, en allant de plus en plus loin. Paul, comment ? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est vrai que le secteur du transport aérien et de l'aviation en général est un secteur qui est assez pionnier d'un point de vue technologique, et je pense qu'on en est tous convaincus. Et c'est un des secteurs les plus vertueux concernant les aspects environnementaux. Et paradoxalement, c'est un secteur qui est de plus en plus critiqué. Donc il y a un certain nombre d'explications possibles. La première d'entre elles, à mon sens, et c'est un défaut de communication de la part du secteur, bien évidemment, mais c'est aussi une question de capacité à s'exprimer, mais c'est aussi une question de message. D'un point de vue capacité à s'exprimer, globalement, toutes les études confirment que le transport aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2, pour faire simple. On avait fait une étude en février 2020 qui montrait qu'à peu près 90% des Français, je dis bien 90% des Français, surestimaient la part du transport aérien dans les émissions de CO2, et qu'on avait à peu près 50% des Français qui pensaient que c'était plus de 10%. Donc on est très très loin. Alors pour nous, c'est évident. Et en fait, on ne se le rappelle pas vraiment, puisque ça fait partie de notre ADN d'une certaine façon. Mais sauf que ce n'est pas le cas pour la majorité des Français. Donc il y a un véritable enjeu à expliquer ça. C'est d'autant plus important qu'en face, on a des acteurs qui vont représenter essentiellement qu'eux-mêmes et vont sortir des chiffres sur la contribution du transport aérien qui vont être assez problématiques. Et ça, pour le coup, le secteur aérien ou le secteur de l'aéronautique dans son ensemble reste relativement muet et a du mal à se fédérer pour communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne aussi le type de message qu'on fait passer. À savoir que si demain l'avion électrique, pour des gros porteurs, existait, ça ne changerait absolument rien au débat. Et c'est ça le véritable problème. C'est que finalement, ce n'est pas une problématique qui est technologique. Et d'ailleurs, on le voit bien pour l'aviation légère, qui continue d'être critiquée, alors que l'aviation électrique existe pour l'aviation légère. Donc le problème, ce n'est pas une question de technologie, le problème, c'est une question de message, finalement, que veut faire porter le transport aérien. Le transport aérien, ce qu'il incarne, d'une certaine façon, c'est l'ouverture vers le monde, c'est la mondialisation. Nous, on est convaincus de l'intérêt de la mondialisation, de cette ouverture vers le monde, on parle plusieurs langues, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les Français ou de tous les Européens. Et finalement, ce qu'ils voient dans le transport aérien, c'est le danger que représente l'ordre. Et ce n'est pas une question technologique, c'est ça d'une certaine façon. Et le problème, c'est qu'on est un secteur d'ingénieurs d'une certaine façon, et quand on voit un problème, on trouve une solution technologique. Cette solution, elle est intéressante, mais ce n'est pas finalement la réponse à la question qui est posée par les acteurs de la société civile. Leur question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que le transport aérien continue d'exister? Et nous, ce qu'on répond, c'est
comment le transport aérien va continuer à exister. Et il y a un écart entre les deux. C'est-à-dire que nous, en fait, on répond à des solutions techniques, d'une certaine façon, à une question concernant la raison d'être du transport aérien. Et tant qu'on n'aura pas répondu collectivement à la question de la raison d'être, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut se déplacer, pourquoi est-ce qu'il faut que les avions continuent de voler, ben, finalement, le débat il restera complètement stérile et personne n'entendra les arguments des autres. L'enjeu, il est là. Et il est important de l'expliquer à la fois pour ceux qui prennent l'avion, mais aussi pour ceux qui ne prennent pas l'avion. Parce qu'après tout, et je trouvais l'exemple du taxi très intéressant, ben, on n'est pas obligé de prendre l'avion, mais son emploi peut dépendre du secteur aérien. Donc finalement, tout le secteur, toutes les villes, toutes les métropoles sont impactées par la présence ou non de transport aérien, que l'on prenne l'avion ou non. Et donc il y a un véritable enjeu à expliquer pourquoi est-ce que le transport aérien doit continuer à exister, et pas seulement comment il va le faire grâce à ses engagements environnementaux. Merci Paul. Et je vais me tourner vers Bruno Darboux, qui est le président d'Aerospace Valley. Finalement, je vais reprendre à peu près la même question. Comment, à un moment, cette aéronautique s'incarne dans le territoire? Les gens pensent souvent que l'aéronautique, c'est quelque chose dans le ciel, donc c'est quelque chose de transplanté. Mais à un moment, c'est une réponse territoriale. Bruno? Bien sûr. Ma thèse aujourd'hui va être quand même que le défi environnemental est un défi énorme pour l'aviation. L'aviation décarbonée, c'est quelque chose qu'il faut qu'on invente. Et que ce défi-là, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, juste à côté, les écosystèmes de Bordeaux et de Toulouse, c'est là que ça va se passer pour inventer l'aviation décarbonée. Et c'est là qu'on va pouvoir rejouer notre rôle de pionnier dans l'aviation et tracer le chemin qui sera le chemin d'une aviation zéro carbone. Alors, peut-être quelques mots sur la place du pôle de compétitivité Aerospace Valley dans tout ça. Donc, le pôle de compétitivité a pour mission de développer les écosystèmes du spatial et de l'aéronautique par l'innovation. Il rassemble donc 800 et quelques entreprises, laboratoires, collectivités territoriales, les entreprises de toute taille, les grands groupes, les ETI, les PME. Près de 600 PME et ETI elles sont adhérentes au pôle. Et cet ensemble, donc, son périmètre d'action, c'est les deux régions que j'ai citées, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et l'action autour de l'innovation, elle est considérable. Depuis la création du pôle en 2005, donc 625 projets, la plupart du temps collaboratifs, ont été lancés, projets d'innovation, pour un montant de 1,6 milliard d'euros. L'empreinte en emploi sur le territoire, c'est 150 000 emplois directs, mais après, évidemment, ça fait vivre certaines agglomérations, ça fait vivre certaines localités, et c'est donc une force d'entraînement énorme, que ce soit en Aquitaine ou en Occitanie. Alors, derrière ces chiffres, si j'ai pris la présidence de ce pôle très récemment, c'est parce que j'ai vu les défis qui sont ceux que doivent adresser l'aviation d'une part, l'espace de l'autre. Le premier défi, c'est cette transition environnementale. J'ai vu aussi que c'est par un effort d'innovation sans précédent qu'on va le résoudre, comme on a résolu les problématiques dans ces domaines-là par le passé. Donc c'est l'innovation qui va nous permettre de trouver les solutions. Et puis, troisièmement, on a une richesse collective sur Nouvelle-Aquitaine et sur Occitanie, une capacité à travailler ensemble, entre laboratoires, entre industriels, les grandes entreprises, les petites, et avec le soutien des collectivités territoriales, des régions, des métropoles, qui doit nous permettre d'être vraiment les pionniers sur l'aviation décarbonée de demain. Merci. Donc, si nous n'avons pas Nathalie, je me tourne vers Hervé. Hervé Gilibert, donc Arnimou. On parle du territoire, mais alors l'espace, souvent, les gens ont du mal à faire le lien. Et ils imaginent que l'espace, ça n'a rien à voir avec l'aviation, c'est quelque chose d'autre que la troisième dimension. Comment c'est lié?
comment on voit que c'est le même écosystème, que c'est la même aventure humaine? Oui, bonjour à tous. Alors, avant de parler d'espace et aviation, je vais vous parler d'espace tout court. Je vais reprendre les termes de M. Anziani il y a quelques minutes. Premier de la classe. S'il y a un premier de la classe, et alors je dis ça sans forfanterie parce que le monde du spatial, on a comme première règle la modestie, c'est bien l'activité spatiale. C'est par l'espace que sont arrivées les premières sensibilisations autour de la cause environnementale. L'espace qui est un point d'observation de la Terre unique. Rappelez-vous des mots des premiers astronautes il y a un peu plus de 50 ans maintenant sur la planète bleue, l'impression qu'ils ont eu. Les mots des astronautes dans l'ISS aujourd'hui sur ce qu'ils observent, la dégradation, la progression de la dégradation des forêts, par exemple, qu'ils voient d'une année sur l'autre. Donc c'est un point de vue unique pour observer en fait la situation de la planète, ses forêts, son état de pollution, l'état des mers, l'état de la couche d'ozone qui est repéré depuis là-haut depuis très longtemps. Donc ça fait une trentaine d'années que la cause environnementale est très soutenue par l'activité spatiale. L'espace qui est un point d'observation qui permet à la fois une vue globale sur la planète et une vue locale très précise, de plus en plus précise dans toutes les longueurs d'onde et qui est source d'informations majeures pour la prédiction en fait de l'évolution de la problématique environnementale. Donc c'est un instrument qui apporte une vue juste. Et je dirais une vue au sens de la justesse et de la justice. On n'échappe pas à l'observation spatiale. Aucun pays ne peut échapper à ces éventuels méfaits en la matière. L'espace pour lui-même a pris conscience de son propre impact environnemental très tôt. En particulier en Europe, c'est en Europe que nous avons les codes de conduite et même les lois spatiales les plus avancées, au sens où nous prenons soin de ne pas polluer notre propre instrument, notre propre zone de travail. Nous désorbitons les satellites, nous désorbiterons à partir du lanceur Ariane 6 les étages supérieurs chaque fois que c'est possible pour laisser la place nette. Dans la conception des lanceurs, depuis très longtemps, nous avons entamé une démarche de traitement d'obsolescence et tous les matériaux qui sont prohibés désormais ont fait l'objet progressivement d'un remplacement par des matériaux plus sains. Dans l'espace même, aujourd'hui, nous travaillons sur des solutions de propulsion qui ont toujours été chimiques, un peu toxiques, des solutions de propulsion parfaitement propres, des satellites à propulsion à eau. Nos premiers moteurs tournent sûrement actuellement. Nous allons les expérimenter, j'espère, bientôt. Donc une prise de conscience forte. L'espace, si on se projette dans le futur, alors peut-être regardons en fait l'état de notre planète aujourd'hui, l'état de notre consommation de ressources. Certaines théories affirment aujourd'hui qu'à un horizon qui se situe avant 2030, l'exploitation, la courbe de la demande d'exploitation de ressources sur la Terre va croiser la capacité de la Terre à livrer ses ressources. À partir de ce moment-là, il n'y a pas d'échappatoire autre que aller chercher ces ressources ailleurs. Je parle de ressources minérales, de ressources organiques éventuellement, mais surtout de ressources minérales. Donc il y a toute une projection qui est entamée aujourd'hui pour avoir l'espace comme relais de la durabilité de l'activité humaine sur Terre. Alors je ne parlerai pas trop de Jeff Bezos et de sa vision qui est si je suis en mesure d'emmener l'homme sur Mars, qui est l'endroit le plus hostile qui soit, le moins prospère qui soit, si j'arrive à faire survivre et vivre des êtres humains là-haut, alors nous saurons sans problème faire vivre 20 milliards de personnes sur la planète Terre, parce qu'on aura appris à vivre avec très très peu de ressources. Ça, c'est une vision de Jeff Bezos que j'aime bien, au-delà du fait que c'est un businessman extraordinaire autour de ça. Bien, alors, quelques mots sur l'aéronautique. Donc, l'espace n'est pas étranger, loin de là, à la transition
qui est en train de se générer autour de l'aéronautique. Illustration à travers le fait que nous avons une collaboration très très étroite avec en Europe Airbus et Safran, un partenariat très solide pour le développement de l'avion à hydrogène. Il se trouve que dans le spatial, nous avons appris à manipuler l'hydrogène et à en tirer toute la quintessence d'énergie depuis une quarantaine d'années en toute sécurité. Donc nous travaillons beaucoup avec Safran et avec Airbus pour introduire l'avion à hydrogène, pile à combustible ou à propulsion thermique à un horizon 2030-2035. Travail très très actif et qui a augmenté en intensité incroyablement depuis une année. Nous contribuons aussi, Bruno, plus spécialiste que moi le confirmera, aux optimisations d'ores et déjà de l'activité aéronautique. Je pense en particulier au vol qui a eu lieu il y a quelques semaines, au mois de septembre, où nous avons testé une navigation nouvelle qui, sur un vol Paris-Toulouse, a permis d'économiser 8% de carburant. Donc nous sommes totalement impliqués dans le sujet. Je vais revenir vers Paul Chambarato et bien évidemment, dès que la connexion avec Nathalie Stubler est réalisée, bien sûr, on lui donnera la parole. Comment expliquer que l'aéronautique est synonyme d'innovation, de progrès et de solidarité? C'est un mot qu'on oublie souvent de prononcer, parce que si des avions volent, c'est toute une chaîne de solidarité assez immense. Comment finalement cet aéro est devenu la cible de l'époque? Alors, d'une certaine façon, le transport aérien incarne un certain nombre de valeurs qui ne sont pas forcément partagées par toute la population. Et ça a été dit dans le discours introductif. D'une certaine façon, ces personnes-là, des personnes réticentes à l'aviation, au transport aérien, elles ont toujours existé. C'est juste qu'avant, on ne leur donnait pas une plateforme pour s'exprimer, que ce soit des réseaux sociaux, au contraire que ce soit par la presse, dans laquelle on va essayer de polariser le plus possible un débat, on va essayer de faire une caricature du débat, bien plus que d'avoir un discours qui est raisonné. Et je pense que c'est là un des enjeux actuels du transport aérien, ou de l'aviation dans son ensemble, c'est d'expliquer aussi le pourquoi de cet effort environnemental. Je partage complètement les conclusions sur le fait que c'est une nécessité, bien évidemment, de faire cette transition. Il y a une dizaine de jours, quand même, l'Association internationale du transport aérien s'est engagée à la neutralité carbone à l'horizon 2050. On n'est plus sur une réduction, on est sur une neutralité. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, à part éventuellement avoir un impact négatif en termes de carbone, donc on ne peut pas faire plus, et pourtant, on a continué de les critiquer. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, peu importe ce qui est proposé par le secteur aérien, il y a toujours une critique derrière, et c'est ça qui est problématique. Et alors peut-être que le secteur aérien devrait aussi expliquer d'une certaine façon que ça fait partie de son ADN. Initialement un ADN qui était technique, technologique, l'objectif était de pouvoir faire toujours plus avec moins, finalement. L'enjeu, c'était d'avoir des moteurs les plus performants pour pouvoir voler plus loin, pour pouvoir essayer ou plus vite, pour faire un certain nombre de choses. Mais c'est aussi un enjeu économique. Et ça, finalement, la société civile a du mal à l'entendre. Le poste de dépense principale de la majorité des compagnies aériennes, en tout cas pour les low cost, c'est le carburant. Et c'est le deuxième poste après la masse salariale pour les compagnies aériennes traditionnelles. Et donc, c'est dans l'intérêt égoïste des compagnies aériennes de réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2. Et donc, tout ce qui est fait de la part des compagnies aériennes pour réduire cette empreinte, à chaque fois, c'est taxé de greenwashing, alors que ce n'est pas du tout du greenwashing, c'est purement égoïste de la part des compagnies aériennes. Et le jour où c'est quelque chose qui sera véritablement exprimé, peut-être qu'on pourra comprendre que oui, c'est aussi dans l'intérêt des acteurs du secteur aérien de réduire les émissions de CO2. Pour l'instant, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un écart, qu'il y a une dissonance entre la réduction des émissions et la performance économique, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Les compagnies aériennes, le secteur aérien a intérêt à réduire ses émissions de CO2. D'un point de vue purement égoïste, d'un point de vue purement économique. Et ça, on a encore du mal à faire passer ce message. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et bien évidemment, ça impacte les compagnies aériennes, mais comme vous le disiez, s'il y a par un jeu de domino, par un jeu de solidarité, ça impacte tout le secteur aérien. Et on a eu la chance ou malchance,
finalement de vivre une des pires crises du transport aérien l'année dernière, et ça nous a permis de voir à quel point le secteur aérien était important pour l'économie française. Et finalement, par un jeu de domino, on a vu tous les plans d'activité partiels, les mises au chômage plus ou moins partielles. Et on s'est rendu compte que sans ces acteurs-là, finalement, c'était tout un pan de l'économie française qui tombait à l'eau. Et par ricochet aussi, des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur aérien, qui ont vu leur emploi être menacé. Et ça, on oublie de le dire. Le secteur aérien, finalement, c'est bien évidemment la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, mais ce sont aussi d'autres régions et des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur aérien qui en dépendent. Alors, je vais me retourner vers Bruno Darboux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment sur le territoire ça se passe? Parce que effectivement, le paysage dessiné par Alain Anziani souvent surprend. Les gens disent mais tiens, c'est une activité économique aussi importante. C'est-à-dire c'est des gens, c'est des familles qui vivent. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il y a toute une partie de la population de Bordeaux et d'Aquitaine qui est mobilisée pour cette innovation qui va profiter à l'ensemble de la planète, pas seulement au transport aérien? Oui, mais il y a déjà le fils du chauffeur de taxi, monsieur de la tribune, là, qui peut témoigner. Non, je pense que clairement, on est sur une industrie qui est très visible. Quand on travaille dans l'aéronautique, ça se sait, ça se diffuse, il y a une certaine fierté autour de ça. Mais indépendamment de la visibilité, il y a une force économique qui s'incarne dans des endroits improbables. Le Safran Landing System du côté d'Oloron, Sainte-Marie, ça fait vivre le coin. Borde les usines Safran, c'est toujours Safran, tiens, Safran Helicopter Engine à Borde, c'est une force de frappe pour le tissu palois qui est énorme. Je vais prendre des exemples sur Bordeaux, bien sûr. Bon, quand on côté Mérignac, Le Haillan, évidemment, on voit qu'on est sur un effet industriel, une force d'entraînement économique conséquente. Alors, moi, ce que je pense, c'est que quand même, par rapport aux défis environnementaux, il faut se dire comment on arrive à capitaliser sur les forces qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très présent et en situation de lead mondial sur à peu près tous les secteurs. Si je prends la palette dans l'aviation, il faut raisonner par segment de marché. L'aviation générale, on a Daher à Tarbes et on a des initiatives sur l'aviation générale qui sont très intéressantes, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, Elixir, Voltaero. Les hélicoptères, c'est pas tellement dans nos régions au sens les machines, mais par contre les moteurs d'hélicoptères, c'est à bord que ça se fait. Ensuite, les avions régionaux, ATR, Toulouse, et les voilures donc en région ouest. Sur les avions d'affaires, évidemment, Bordeaux, et sur les avions commerciaux, les gros, les moyens courriers, les longs courriers, toute une chaîne de valeur qui s'incarne sur des chaînes d'assemblage à Toulouse, mais avec un écosystème en région qui est colossal. Donc, avec cette force de frappe-là et la force de frappe universitaire associée, les laboratoires avec qui on travaille, on a vraiment tous les atouts. Maintenant, il faut qu'on arrive à les mobiliser, ces atouts. Et donc, par rapport à la réponse qu'on peut faire à l'opinion publique, il y a des engagements de très haut niveau, IATA, ATAG, tout le monde s'engage à la neutralité carbone en 2050, à vrai dire, on n'a pas le choix. Au-delà de ça, il faut démontrer qu'on avance sur cette voie-là, qu'on commence à avoir des solutions, qu'on commence à les mettre en œuvre. On sait qu'on est sur des industries complexes, on n'a pas la solution instantanément, mais il faut montrer qu'on avance sur cette voie-là et qu'on soit très communicant par rapport à ça. Ce sommet fait partie des actions qu'il faut qu'on prenne. Il faut qu'on soit aussi en élément de démonstration concret sur le terrain. L'avion de Voltaero qui fait des démonstrations est emblématique. Il faut plein d'autres exemples comme ça. Et il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions à développer. En ce moment, il faut vraiment faire feu de tout bois sur l'ensemble des innovations dont certaines vont échouer, mais dont certaines vont réussir et vont transformer l'aviation.
Donc dans les exemples que vous citez, tout à l'heure vous entendrez Jean-Luc Charon, qui est le président de la Fédération française d'aéronautique, qui a déjà des avions pour la formation, l'écolage, qui sont complètement décarbonés et qui volent en club. C'est-à-dire que demain, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Et puis vous avez parlé effectivement de cette transmission des savoirs dans le territoire. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et vous parliez de la motorisation des hélicoptères. Tout à l'heure, on entendra Émeric Darcimol qui aborde s'est occupé de ces motorisations. Et on verra à son accent facilement identifiable que c'est vraiment quelqu'un qui ne vient pas de Paris. Je vais me tourner vers Hervé, mais avant de redonner la parole à Hervé, on n'a pas pu, pour l'instant, avoir Nathalie Stubler. Quand on préparait cette émission, le rôle d'une compagnie comme Transavia dans la reconstruction, la sortie de crise, Nathalie Stubler m'a donné plusieurs exemples qu'on lit pas toujours. Par exemple, les vaccins qui sont pas fabriqués en France, les masques qui sont pas fabriqués en France, quand il y a eu cette urgence, c'est effectivement une sorte de ponts aériens qui se sont faits pour apporter ce qui a permis qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes vaccinés, puisque c'est une des conditions pour participer à cette journée, et donc que ces vaccins soient arrivés en temps et en heure pour protéger la population française. Également sur l'activité économique, Nathalie Stubler me disait, par exemple, les premiers vols qui ont été mis en place par Transavia, c'était par exemple sur le port d'Hiver, c'était de réunir des familles. C'est-à-dire c'est quelque chose d'incarné. Souvent dans les discours, on parle de transport aérien et que ce sont des gens qui sont un peu hors sol, qui voyagent, qui se déplacent. Ce qui était intéressant, et dès qu'elle peut prendre la parole, je lui la donne, évidemment, elle racontait cette réalité de gens qui se déplacent parce que c'est leur vie de se déplacer. C'est leur vie de... une partie de la famille va être à un autre endroit, à un autre... Est-ce que Nathalie peut parler? Est-ce qu'on peut l'entendre parler? Parce que je suis certain qu'elle peut parler. Mais donc, nous ne l'entendons toujours pas. Ah... Oui, oui, bravo. C'est peut-être par l'espace que c'est passé.
fait vivre des millions de personnes de par le monde, mais des millions aussi de personnes en Europe. Avant la crise, l'ordre de grandeur, c'était 10% du PIB. Dans des pays comme la Grèce, c'est beaucoup plus important, à plus d'un quart du PIB. Et ces pays ont un besoin vital, un besoin économique des retombées du tourisme, avec, comme je l'indiquais, des dizaines de millions de personnes qui vivent du tourisme. Alors ça, c'est pour une partie de l'équation, parce que je crois que l'intitulé de la table ronde s'appelait l'équation du transport aérien, l'équation environnementale. J'ai essayé de vous donner quelques indicateurs clés de besoin de voyager qui complètent les indicateurs qui ont été donnés en début de table ronde sur des besoins un motif plus à faire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de dire, et ça a aussi été dit par Paul, quelles sont nos mesures pour réduire notre impact environnemental. C'est très clé. Alors, il y a de nombreux professionnels autour de la table et dans cette salle qui vont parler de motorisation, qui vont parler d'avions. Les compagnies aériennes n'oublient pas leur rôle d'opérateur. Et là-dessus, on a des éléments très très forts, des mesures de réduction d'impact environnemental. On l'a fait à partir de l'utilisation de nos données de vol. On s'est fait aider d'ailleurs par 2 startups françaises pour amener des réductions d'émissions de CO2 lors de nos opérations, pilotage, choix des routes, optimisation du profil de montée, opération au sol. Tous ces éléments mis bout à bout peuvent représenter entre 3 et 5%, et on sait que ces 5% ne sont pas négligeables dans ce qu'on essaye d'obtenir aujourd'hui. Voilà, c'était un peu pour éclairer du point de vue du transporteur aérien les 2 volets de l'équation, l'utilité de notre activité et aussi notre responsabilité et je dirais notre engagement à réduire nos émissions de CO2. Oui, dans ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant, c'est finalement cette dimension de civilisation. C'est la première fois qu'on utilise dans cette journée le terme de civilisation. C'est l'avion a rapproché les gens, leur a permis de se connaître, et les satellites donnent à voir au quotidien la possibilité de se connecter avec le monde. Mais l'avion est une activité comme la compagnie aérienne Transavia, ça incarne, et on l'a vu dans les difficultés qu'on avait à connecter, dès que ça ne marche pas, on trouve ça choquant aujourd'hui. Alors que c'est assez extraordinaire de se voir en direct au moment où on le choisit, d'être en relation, de pouvoir partager. Ça, c'est la 3e dimension, l'aéronautique et le spatial, et que c'est cette dimension civilisationnelle. C'est qu'à un moment, la solidarité, un autre terme qui est important, quand le transport aérien reprend pour la Grèce, pour une grande partie de la population, c'est un enjeu de survie. C'est pas du confort, c'est pas seulement accueillir voilà quelques personnes qui ont besoin de temporalité luxueuse. C'est à un moment ce qui fait vivre la planète, ce qui fait vivre les gens qui vivent sur cette planète, c'est notre concept de civilisation. Je vais me tourner vers Hervé. L'espace, comment l'espace s'implique aujourd'hui dans ce développement, dans l'application, donc cette 3e dimension complètement décarbonée dont on sait qu'elle va rayonner sur l'ensemble des activités humaines sur la planète, et puis concrètement, quelles sont les échéances? Hervé. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a évoqué Bruno et faire la connexion avec la thématique initiale autour de la communication, de l'absence de communication. Je pense qu'on a un chemin, un vecteur vraiment très, très, très intéressant à jouer. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, à la fin de mon exposé, nous intervenons très, très étroitement avec Airbus et Safran pour la conception de l'avion à hydrogène.
Par rapport au monde d'où je viens, moi je suis un développeur de lanceurs depuis plus de 30 ans. La particularité d'un lanceur, c'est qu'on n'a pas d'essai en vol. Quand on part en vol, il faut réussir et c'est tout. Avec l'aéronautique, avec les avions, on a cette chance-là de pouvoir tester au sol, ouvrir progressivement un domaine de vol, aller de démonstrateur en démonstrateur, et c'est vraiment la logique qu'on adopte avec les équipes aéronautiques de Safran et d'Airbus, d'avoir progressivement autour de la motorisation à hydrogène, autour des circuits carburants, sans entrer dans les détails techniques à bord des avions, avoir une démarche qui est une démarche progressive avec des démonstrateurs qui arriveront très vite, dès l'année prochaine, avec des étapes très fortes en 2025 pour avoir les premiers avions régionaux volant au tournant de 2030 en ayant été évidemment certifiés. Donc je vois la chose comme ça, faire bénéficier de nos atouts, de notre expérience issue du spatial et de l'utilisation de l'hydrogène cryogénique en l'occurrence, par démonstrations successives pour apprendre. Le milieu aéronautique a cette faculté de savoir apprendre très très vite. Nous allons aider à apprendre dans le domaine qui est notre domaine de prédilection depuis 40 ans, et par démonstrateurs successifs, on va arriver à cette étape extraordinaire qui sera ces premiers vols totalement propres du point de vue carburation. Et chacune des étapes, pour boucler avec la thématique de la communication, chacune des étapes sera fondamentale pour contribuer à changer notre image et stopper un peu le bashing dont nous sommes victimes. Alors je vais me retourner vers Nathalie, puisqu'on a cette communication, on en est très content. Toutes ces annonces aviation, hydrogène, enfin toutes ces nouvelles sources d'énergie, comment quelqu'un qui vit au quotidien le transport aérien attend ça et l'accueil, comment les compagnies interagissent avec tous ces acteurs? Nathalie. C'est d'abord une formidable, je dirais, bouffée d'optimisme. Je pense que c'est très important aussi d'éclairer le long terme. Je pense que là aussi, là où on peut progresser en matière de communication, c'est d'éclairer aussi sur la temporalité de ce qu'on veut faire. Donc, ça a été cité précédemment, la neutralité carbone pour le secteur en 2050. Alors, ça peut paraître loin au grand public, et c'est pour ça qu'il faut lui mettre un certain nombre de jalons avant. On va parler tout de suite aussi de nouveaux avions. Alors, ils existent déjà sur le marché et cela permet déjà de réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2 de 15%. Donc, chaque fois qu'on acquiert un avion ou qu'on loue un avion de génération, c'est 15%. Les carburants alternatifs aussi vont permettre d'émettre moins de CO2, et puis les opérations dont j'ai brièvement évoqué la voie précédemment, ce sont des jalons qui sont beaucoup plus court terme. Donc je pense que là où on a peut-être une responsabilité dans notre communication, c'est vraiment d'éclairer le très long terme avec ces projets extrêmement innovants qui sont la caractéristique de la construction aéronautique, et puis des opérations très court terme, très claires et très engageantes qui vont permettre de réduire notre impact environnemental. Donc, moi, j'y vois vraiment un continuum de nouvelles optimisme pour le secteur, et puis toujours de continuer à véhiculer l'importance effectivement de la rencontre humaine. Tous s'auto-centrer sur nous-mêmes, c'est très important. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois fondamentalement, de rencontrer les autres pour s'ouvrir au monde. Merci Nathalie, bien, ça va être le mot de la fin de cette table ronde. Je vais, puisque le rythme est dense, je vais appeler Géraldine Rabier, voilà, pour la première remise du prix Bordeaux-Aquitaine aéronautique et spatiale, parce que ça bouge et on veut récompenser les startups et les jeunes qui sont impliqués dans cette filière.